Bonjour à tous, on va finir par y arriver. Ravi de vous retrouver donc, pour cette 6e saison de nos webinaires Made by Nexialis. C'est le dernier de la saison qui a pour sujet une table ronde avec 3 organismes notifiés autour de l'article 6110. Il y a quelques semaines, on vous avait déjà proposé le même sujet, mais avec un retour d'expérience de fabricants. C'est désormais au tour des organismes notifiés de nous faire partager leur retour. Et nous sommes ravis que les organismes notifiés français, puisque le GMED et l'AFNOR ont accepté notre invitation, ainsi que Scarlett, un organisme notifié néerlandais qui est peut-être moins connu chez nous du public français, mais on est donc ravis que Camille Pétry de Scarlett ait accepté notre invitation à côté de Ferial et de Christine. Petit changement pour information dans le programme, Vincent Casteras, qui devait faire une synthèse à l'issue de cette table ronde, a dû déclarer forfait pour cause de maladie. Il est cloué au fond de son lit, le pauvre. Voilà, pour vous dire aussi que vous étiez près de 230 à vous inscrire à ce webinaire, ce qui en fait un record pour nous. Donc on est ravis que cette thématique ait eu autant d'écho auprès des fabricants français et des consultants aussi français. Et puis, j'ai assez parlé. Je vais laisser le soin à une de nos spécialistes cliniques, Virginie Collard, d'animer cette table ronde et je reprendrai la main lorsqu'il faudra animer la session des questions-réponses que l'on fera donc juste après la table ronde. Virginie, c'est à toi. Merci beaucoup, Florent, pour ton introduction et merci à vous tous de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, merci encore aux 3 organismes notifiés qui ont accepté de participer et puis à vous tous pour votre intérêt pour ce sujet de l'article 6110. De notre expérience chez Nexialis, on avait énormément de fabricants qui s'interrogeaient sur l'utilisation de cette voie. C'est en ce sens qu'on a décidé de faire ces 2 webinaires. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là sur le webinaire spécial Retour des fabricants, n'hésitez pas à le consulter sur la chaîne YouTube de Nexialis. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est le côté des organismes notifiés. Donc, Vincent donc, ne sera pas là pour la synthèse, mais Florent le remplacera. Maintenant que la petite introduction est passée, on va rapidement revoir, pour ceux qui n'avaient pas suivi la première réunion, en quoi consiste cet article 6110. Puis je laisserai la parole aux 3 organismes notifiés pour se présenter, parler avec leurs mots de l'article 6110. Puis on passera à la partie plus concrète, donc le retour d'expérience de chaque organisme notifié. Et enfin, les critères importants pour chacun qui aideront, j'en suis sûre, les fabricants à mieux comprendre dans quel cas s'applique cet article. Alors, je commence rapidement avec cette slide qui était déjà présentée au dernier webinaire. Donc, juste pour remettre le contexte de ce que dit l'article 6110 dans le règlement. Donc, lorsque la conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performance est considérée comme n'ayant pas été démontrée de manière satisfaisante par des données cliniques. Donc, la version anglaise reprend le terme « appropriate ». Donc, on le traduit par « lorsque les données cliniques ne sont pas jugées appropriées pour évaluer la sécurité et la performance d'un dispositif médical ». Dans ce cas, le fabricant doit justifier pourquoi la démonstration n'est pas jugée appropriée et justifier également, à l'aide de la gestion des risques, du type de dispositif, du degré de nouveauté, de son interaction avec le corps humain et des allégations utilisées par le fabricant pour l'évaluation clinique. Donc ça, c'est les points précis évoqués par le règlement. Et c'est à l'issue de la lecture de cet article que l'on va pouvoir discuter sur les caractéristiques qui permettent l'application de cet article. Donc, je vais laisser la parole à nos 3 organismes notifiés pour, dans un premier temps, vous présenter, nous parler un peu de l'organisme notifié et décrire dans votre organisation comment est abordée la voie du 6110, quels sont les critères d'acceptabilité et les points importants, et peut-être éventuellement les points bloquants qu'ont pu rencontrer certains fabricants à l'issue de l'application de l'article 6110. Alors, est-ce que Ferial voulait commencer?
Bonjour, si vous voulez. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation à ce webinaire qui va nous donner l'occasion de discuter d'un sujet fort intéressant et à mon sens un peu sensible aussi, qui est donc l'article 6110. Donc je me présente, je suis Feria Lakache, je suis GMED depuis un peu plus de 14 ans maintenant. Je suis responsable des affaires cliniques et également clinicien interne. Donc voilà, mon quotidien, c'est toutes les activités inhérentes à la fonction de clinicien interne. Je fais de d'évaluation clinique, mais pas que. Voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis là, je représente GMED, qui est donc, je pense que tout le monde connaît, un organisme notifié français, qui est justement notifié pour l'évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro selon les règlements, les nouveaux règlements. On fait aussi de la certification ISO et de la formation. Et donc, voilà, ça c'est pour ma présentation. Est-ce que vous avez une question ou je laisse les autres se présenter d'abord et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet? Oui, on va laisser les autres se présenter et je reviendrai vers vous. Merci. Ok, très bien, je vous en prie. Christine, est-ce que vous voulez vous présenter? Ah, je sais pas si... Christine, si tu n'as pas Je crois mis... qu'elle a été déconnectée, non? J'ai cru la voir se reconnecter. D'accord. On va passer à Camille. Est-ce que Camille, vous voulez poursuivre? Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis Camille Pétry. Je suis, traduction française, ça va être scientifique clinicien principal chez Scarlett. Donc Scarlett, qui est un organisme notifié spécialisé dans les logiciels, les dispositifs médicaux qui sont des logiciels, donc beaucoup d'IA et de machine learning. Nous sommes donc sur le plan régulatoire basé en Hollande. Une bonne partie de notre équipe est basée au Royaume-Uni et on est un ON du coup ISO, EU-MDR, UK-MDR accrédité. Et moi, quant à mon parcours, donc je suis médecin également, je suis médecin de santé publique. Et j'ai également un parcours en IA, machine learning, recherche clinique et biostatistique, et un engagement honoraire académique à Imperial College London également. Ok. Et je ne suis pas sûr que Christine se soit connectée. Je crois que visiblement, il y a des problèmes de connexion sur Teams, ce qui est quand même bien embêtant. Je vais essayer de la contacter. Moi, je propose peut-être que Fayal réponde à la première question. Alors, du coup, Ferial, on revient vers vous. Selon le GMED, quels sont les critères d'acceptabilité, les points importants que doivent argumenter les fabricants pour présenter la stratégie du 6110? Alors, les critères d'acceptabilité, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça, ou en tout cas, ils ne sont pas clairement décrits dans le règlement. Ce dont on est sûr, c'est que la voie du 6110 ne peut pas s'appliquer à des dispositifs médicaux implantables ou de classe 3. Voilà, j'ai envie de dire, c'est le seul critère, finalement, clair et net, voilà, qu'on retrouve dans le règlement et également dans les MDCG. Du coup, ça nous amène, finalement, le sujet du 6110, j'ai envie de dire, dans le règlement, il se résume à l'article 6110 que vous avez montré tout à l'heure. On n'a pas plus, dans le règlement, on n'a pas plus d'éléments. Voilà, le règlement autorise, comme la directive avant lui, c'est important quand même de dire que ça existait déjà sous directive avec des conditions différentes, notamment les classes 3 et implantables n'étaient pas exclus sous directive, alors que maintenant, effectivement, ça l'est sous règlement. Donc, le règlement autorise, pour certains dispositifs, donc qui ne sont ni des classes 3 ni des implantables, lorsque le recours aux données cliniques est jugé inapproprié, et je rejoins votre slide de tout à l'heure, on pense vraiment que la traduction de l'anglais au français a un petit peu
pécher à ce niveau-là parce que la notion de satisfaisante pour moi, n'est pas représentative de la réalité. Ça pourrait laisser entendre aux fabricants que si finalement on a tenté des données cliniques et qu'on n'en a pas suffisamment ou qu'on couvre pas toutes nos revendications, on peut passer au 61-10. C'est pas du tout l'esprit du 61-10. Donc c'est vraiment lorsque le recours aux données cliniques est jugé inapproprié. Pardon, il y a Christine qui essaie de se reconnecter. Oui, ça y est. Voilà. Donc c'est quand c'est jugé inapproprié, c'est-à-dire c'est vraiment des cas où les données cliniques, alors on verra après, mais ne sont pas du tout possiblement identifiables et on ne peut pas les trouver de données cliniques pour ce type de dispositif. Et donc, dans ces cas-là, sur la base de la gestion des risques, des essais précliniques, des essais, on peut imaginer sur cadavres, des essais in vitro, in vivo, et d'une justification finalement qui va se baser sur les éléments que je viens de vous citer, on pourrait éventuellement accepter le recours au 61-10. Tout ça pour dire que le seul critère du 61-10, c'est qu'il faut une justification. Et du coup, malheureusement, ça va dépendre en fait. On peut pas malheureusement faire énumérer des critères clairs, ni encore moins une liste de dispositifs. On aimerait bien une liste des dispositifs qui seraient de facto éligibles à l'article 61-10. C'est pas possible aujourd'hui. C'est toujours sur la base de la justification qui doit être fournie par le fabricant et évaluée par l'organisme notifié. Ce qu'on sait, c'est que cette justification, et c'est ce qu'on voit, nous, à GEMED, c'est qu'on s'attend à une justification basée sur les essais précliniques, la gestion des risques, l'interaction du dispositif avec le corps humain, la nature, la durée, tout ça, effectivement, ce sont des éléments dont le fabricant doit tenir compte, qu'il doit inclure dans sa justification et dont nous, on tient compte dans l'évaluation de sa justification. Voilà. Donc, les points bloquants, le seul point bloquant, c'est la classe. Donc, pour moi, c'est vraiment le seul point bloquant a priori. Après, ça va dépendre de la justification. Oui, voilà. Merci beaucoup pour cette analyse plus détaillée. Il me semble que Christine a pu se reconnecter. Christine, est-ce que vous nous entendez? Il faut activer ton micro, Christine, ouais. Active ton micro. Non, on n'entend pas. Ouais, Christine, il y a un problème de son et de caméra également. En attendant que tu te reconnectes. Ouais. Je vais laisser peut-être Camille prendre la parole et même question que pour Ferial. Au sein de Scarlett, quels sont les critères d'acceptabilité et les points importants que doivent bien argumenter les fabricants pour revendiquer le 61-10? Ouais, je vais essayer donc Ferial nous a donné toutes les beaucoup d'informations sur l'aspect régulatoire que je ne vais pas répéter, sur le manque un petit peu de clarté. Donc, encore une fois, nous, on fait que du logiciel actuellement. Pour les logiciels, la situation est... on a quelques points qui permettent un petit peu de nous guider, je pense, dans les différentes recommandations. Pour commencer, la recommandation MDCG 2021, donc Clinical Evaluation of Medical Device Software, décrit que le bénéfice clinique des logiciels, contrairement souvent aux autres types de dispositifs médicaux, est souvent basé sur leur capacité à fournir des informations sur le patient qui soient précises, qui soient valides. Donc, on a cette notion de pouvoir démontrer, d'avoir un bénéfice clinique qui puisse se reposer sur des performances, disons, analytiques. Je pense que je ne suis pas un expert des dispositifs in vitro, mais on se rapproche un petit peu du rationnel, selon moi, parfois pour les dispositifs in vitro, c'est démontrer des performances qui soient pertinentes cliniquement et se baser sur ces performances pour exprimer son bénéfice clinique. Donc, à partir de là, ça ouvre la porte pour les logiciels, et notamment on fait beaucoup d'IA et machine learning, comme je disais à Scarlett. Ça ouvre la porte à des analyses rétrospectives, par exemple. Des études rétrospectives sur des données rétrospectives, donc qui ne sont pas des clinical investigations, des investigations cliniques,
avec qui sont plutôt avec des données collectées prospectivement. Mais voilà, du coup, sur évaluer des performances bien définies, qui sont les performances qui conduisent un bénéfice clinique pour le patient, et définir évidemment quels sont quels sont quel est le benchmark pour ces performances basé sur l'état de l'art. Donc, quelles sont les valeurs limites, à quel point est-ce qu'on doit, à quel point ces performances doivent être donc les quantifier la cible. Mais disons, voilà, il y a cette porte ouverte pour les logiciels dans l'utilisation de données rétrospectives, dans l'utilisation de données qui sont non cliniques. Ce qui est important quand même, et ça c'est quelque chose sur lequel on voit parfois des problèmes, c'est la validité scientifique de la preuve doit quand même être là. C'est-à-dire que il y a toutes des séries de standards qui existent sur les investigations cliniques pour les dispositifs médicaux. La validité scientifique doit, peu importe que les données soient des données de performance, des données dans le cas d'une étude rétrospective ou dans le cas d'une étude prospective et étude clinique, il faut qu'il y ait un rationnel scientifique qui soit valide, des objectifs, des endpoints qui soient bien définis, un plan d'analyse statistique qui soit adapté. Donc tout ça, une population évidemment qui soit représentative et un usage du device qui soit représentatif de son. Je suis désolé, j'ai utilisé beaucoup d'anglicisme, vous m'excusez, de son intended purpose. Donc voilà, pour les logiciels, il y a cette porte ouverte. Évidemment, comme le disait Farial, pas pour les logiciels de classe 3, pour les DM de classe 3. Mais il y a cette porte ouverte. Encore une fois, ce qui est important, c'est la justification, la validité scientifique, la représentativité de la population et de l'usage dans l'évaluation du dispositif, et d'intégrer tout ça dans le système de gestion du risque. Merci Camille pour ces éléments importants sur le logiciel. En tout cas, ce que je constate, c'est que ce soit pour un DM ou pour plutôt un type logiciel, ce qui remonte, c'est que le plus important, c'est la justification que va apporter le fabricant et de montrer en quoi les données cliniques ne seraient pas appropriées. Donc tout ça, c'est les deux points importants que vous avez mis en lumière pour déjà pouvoir utiliser cette stratégie du 61-10. Et ensuite, l'autre point que vous avez tous les deux soulevé, c'est l'importance d'apporter toutefois des preuves précliniques, rétrospectives, comme vous en parliez, Camille. Donc le 61-10 n'est pas une voie d'absence de données, mais de données différentes à apporter que les données cliniques que l'on utilise pour une voie classique. Voilà, si je résume vos deux interventions, n'hésitez pas à me corriger si ce n'était pas votre point de vue, mais il me semble que c'était ça finalement qui vous a tous les deux permis de justifier. Tout à fait. Et juste une dernière toute petite chose, si le bénéfice clinique que le manufacturer veut démontrer est un bénéfice avec des outcomes qui sont centrés sur le patient, de survie par exemple, là il faut des données cliniques. C'est pas possible d'extrapoler, de dire qu'on améliore la survie du patient, qu'on améliore un pronostic ou qu'on améliore sans avoir pour le coup de données cliniques. Donc c'est vraiment uniquement possible quand le bénéfice clinique repose sur des performances. Et je vous remercie pour cette petite ajout parce que ça me permet de faire la transition avec la question suivante. Donc la question que l'on va aborder maintenant porte plus du coup sur les retours d'expérience et dans quel cas l'article n'a pas pu s'appliquer, pour quelles raisons. Donc j'avais proposé 2 exemples pour essayer d'étayer un peu et de donner des cas plus concrets. On avait par exemple une glacière de transport pour les organes destinés à la greffe. Donc c'est juste une glacière qui va transporter des organes qui sont essentiels à une greffe et qui sont destinés du coup à
sauver un patient qui avait besoin d'une greffe d'organes. La deuxième proposition d'exemple, ça va être une solution physiologique qui va permettre de diluer un médicament qui sera ensuite nébulisé et inhalé par le patient. Donc, dans ce cas, la solution qui est un dispositif médical a juste pour but d'accompagner le médicament qui va ensuite être inhalé. Donc, dans les deux cas, ce sont des dispositifs de classe 2A. On ne peut pas mettre exactement les revendications des fabricants dans ces cas-là, mais on va dire qu'il n'y a pas de performance clinique revendiquée. Et Camille, pour rejoindre votre explication, donc on parle de bénéfices cliniques. On a compris qu'il y avait à la fois une importance des allégations de performance et à la fois une allégation sur les bénéfices qui est très importante. Chez certains organismes notifiés et dans le guide MEDDEV 2020-6, on parle de bénéfices cliniques indirects. Donc un bénéfice clinique qui n'est pas lié au dispositif lui-même, mais que le dispositif va contribuer à apporter au patient. Donc Camille, il me semble que c'est un petit peu ce que vous disiez au sujet du bénéfice. Pour ces deux cas, vous pourrez vous en servir pour étayer vos propos. Et la question qu'on souhaitait adresser finalement, c'était de savoir est-ce que vous avez déjà rencontré des cas où vous avez eu du mal à trancher sur le 6110 et finalement quels étaient ces cas et comment est-ce que vous avez pu au sein de vos organismes notifiés décider si c'était applicable ou non en fonction de ce que apportait comme justification le fabricant. Faut mettre le micro. Enfin, je sais pas. Camille, Christine moi. est là. Est-ce que Christine est là? Je l'ai vue se reconnecter 2 fois. Oui, elle est connectée, mais Non, elle n'arrive pas. Je sais pas. Je suis en contact avec elle par téléphone, mais elle n'arrive pas à se connecter. Il y a un vrai souci. Ouais, je sais pas qui. Bon. Ouais, ouais, c'est Daniela qui parle là, j'ai pas vu. Non, c'était. Ah, c'était Ferial. Oui, c'est Ferial, pardon. C'est Ferial, ouais. D'ailleurs, ouais. Donc là, on essaye de la faire rentrer, mais on lui a renvoyé des liens, mais malheureusement, il y a un problème avec elle. Elle me renvoie le message. Non. Vous voulez que je... Ouais. Oui, si vous voulez bien. Okay. Alors, je veux bien que vous reveniez sur la slide précédente, s'il vous plaît. Et avant tout, je voulais justement, comme on parle de bénéfices directs, indirects, je voulais juste rappeler quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. Alors, que ce soit un 6110 ou pas, il ne peut pas ne pas y avoir de bénéfice clinique. Un dispositif qui n'a pas de bénéfice clinique n'est pas un dispositif médical. Donc ça, c'est le postulat de base. Il faut qu'il y ait un bénéfice clinique. Et effectivement, le MDCG 2020-6 aborde la notion de bénéfice clinique indirect. Et ça va être le plus souvent le cas pour les dispositifs qui vont finalement être éligibles au 6110. Voilà. Ça ne signifie pas pour autant que un dispositif médical qui a un bénéfice clinique indirect est forcément un dispositif médical qui va passer par un 6110. Ça, c'est important. Parce qu'on peut avoir des cas où ça peut être un bénéfice indirect et pour autant, la justification ne va pas passer pour d'autres raisons. Et voilà, si je prends l'exemple par exemple d'un cathéter guide, qui va venir uniquement, entre guillemets, guider l'introduction d'un cathéter à ballonnet, par exemple. Donc, il a a priori un bénéfice clinique indirect, puisque son bénéfice clinique, c'est finalement la contribution au bénéfice clinique du cathéter à ballonnet. Mais pour autant, on va avoir du mal à justifier le recours à l'article 6110, pour d'autres raisons. Voilà. Contact avec le patient, enfin, la nature du contact et tout ça. Donc ça, je voulais insister là-dessus. Il faut absolument qu'il y ait un bénéfice clinique. Maintenant, si on prend les deux exemples là que vous illustrez, alors, pour le premier, alors je vais pas évaluer les dispositifs. Pour le premier, ça me semble assez évident. Alors, il faudra toujours une justification, mais a priori, j'arrive à voir comment est-ce que la justification pourrait être acceptable, justement sur la base de l'interaction avec le corps humain, sur la base de la classe du dispositif, sur la base des revendications du fabricant. On peut imaginer qu'il ne va pas y avoir de revendications cliniques. Voilà.
la gestion des risques. Parce qu'en fait, l'idée, dans le 71-10, il faut se dire aussi que ce qui est attendu, c'est que l'ensemble des risques, parce qu'il y aura des risques, mais l'ensemble des risques, en fait, le fabricant, il faut qu'il arrive à démontrer que l'ensemble des risques inhérents à son dispositif peuvent être réduits sur la base uniquement de données précliniques. C'est ça l'idée, en fait, c'est ça l'esprit. Donc là, ça me semble, comme ça, a priori, faisable. Pour le second exemple, pour moi, c'est moins évident. La classe, OK, c'est une classe de A. L'interaction avec le patient, pour moi, elle est évidente, hein. Il va y avoir une interaction avec la solution physiologique, puisqu'elle va être inhalée par le patient. Même si elle est là pour diluer le médicament, elle va tout de même être inhalée. Et alors après, il va y avoir des risques, certes, mais typiquement, là, évidemment, on peut pas, vous n'avez pas pu reporter les performances revendiquées par le fabricant, mais moi, pas de performance clinique revendiquée, ça me fait tilter. Parce qu'en fait, pour moi, cette solution physiologique, même si elle est utilisée pour diluer un médicament, elle est inhalée, et comme c'est un DM en soi, et que cette solution physiologique, je vais imaginer que c'est du NaCl 0,9%, ce NaCl 0,9%, quand il est utilisé seul, il a des revendications cliniques et il a une performance clinique. Et quand il est utilisé en dilution, à mon sens, en tout cas, le fabricant, il va devoir justifier que quand il est utilisé en dilution, il n'a plus ces performances et ça me semble compliqué a priori. Donc voilà, ces deux exemples où, évidemment, dans tous les cas, on ne va pas se positionner tant qu'on n'aura pas évalué la justification du fabricant, mais a priori, ça me semble plus compliqué pour l'un que pour l'autre. Et c'est là qu'on voit justement les critères. C'est cette interaction, parce que le fabricant peut très bien avoir une revendication qui est non clinique, mais après, est-ce que c'est pertinent d'avoir une revendication non clinique? Une chose dont on n'a pas forcément parlé ici, mais qui est aussi centrale pour l'article 61.10, c'est l'état de l'art. C'est-à-dire qu'il va falloir aller regarder, dans l'état de l'art, des dispositifs similaires, est-ce qu'ils ont des revendications cliniques ou pas? Donc si des dispositifs similaires, si je prends l'exemple de la solution physiologique utilisée en dilution de médicaments, par ailleurs, peut avoir des revendications cliniques, ça va être compliqué pour le fabricant de dire « moi, je n'ai pas de revendication clinique ». Donc, ce n'est pas la seule décision du fabricant. Et l'état de l'art est un élément central tout le temps. Hein. Tout le temps, dans toutes les évaluations cliniques, c'est le pivot, l'élément pivot de l'évaluation clinique, mais ça l'est d'autant plus quand on a recours à l'article 61.10. C'est un élément, c'est une brique essentielle dans la justification. Voilà. Donc là, voilà, c'est tous ces éléments qui, moi, a priori, me font me dire ça peut être compliqué pour l'un des deux. Est-ce qu'on a eu des cas, effectivement, où on a eu des difficultés, où on a eu un peu de mal à se positionner? Oui. Mais en fait, c'est pas qu'on a eu du mal à se positionner, c'est que c'est plutôt le fabricant, les cas que j'ai en tête, c'est le fabricant qui n'a pas forcément correctement étayé sa justification. Et donc, on a plutôt eu du mal à amener le fabricant, finalement, à aller vers la bonne voie. Parce que parfois, c'était pas la bonne voie, en fait. Le 61.10 était une voie qui avait été choisie par le fabricant, mais qui n'était pas défendable, entre guillemets. Donc, voilà. Ah, vous voulez que je continue? Alors, ou je passe la main à Camille, puis ensuite on J'allais revient? juste demander à Camille, Voilà. est-ce que vous voulez dire un petit mot sur les deux exemples et on repart sur la discussion de comment est tranché le 61-10? Moi, je vais pas trop m'aventurer. Comme je dis, mon domaine d'expertise, c'est tout le côté logiciel, IA, machine learning appliqué à la santé. Je préfère ne pas m'aventurer sur des types de dispositifs sur lesquels j'ai pas d'expertise. Donc, je pense que je vais passer mon tour sur les exemples, mais ravi de continuer à discuter de l'évaluation clinique et technique des DM et de l'article 61.10 sur d'autres aspects. Pas de souci, merci. Juste pour info, Christine a un gros problème avec son Teams, donc on échange par SMS, mais elle n'arrive pas à se connecter
Et c'est malheureusement bien dommage. Alors, je sais pas, puisque je vois il y a Daniela qui est là. Alors, bien entendu, l'idée, c'est pas de vous prendre je sais pas Oui, si vous le bonjour. souhaitez. Oui, oui, Ouais, j'ai suivi un petit peu, mais bon, après, je ouais, peux intervenir sur le sujet. Je ne suis pas préparée vraiment à ouais. cette intervention, mais je peux vous donner un peu mon avis. La vision de l'AFNOR, ouais, Un peu ça. ça pourrait être Bon, très si vous instructif. voulez que je me présente un peu et puis on pourra discuter. Je m'appelle Daniela Fanica, je suis la clinicienne interne de la d'AFNOR Certification. Je suis médecin de formation et j'ai rejoint AFNOR en 2023 et avant j'étais médecin hospitalier. Euh, Quoi, vous voulez qu'on commence un peu, si vous voulez qu'on vous donne un peu notre vision, pareil, on n'a pas des critères hein, pour dire comment on évalue un 71-10. En fait, chaque dispositif, on va l'évaluer cas par cas et chaque justification, en fait, on va l'évaluer plutôt en équipe. C'est pas seulement. Bon, je vois un peu votre slide actuel. Euh, D'abord, oui, ça passe par le clinicien interne, l'évaluation clinique, mais après, on discute tous ensemble parce que surtout si on dit qu'on se base sur les données précliniques, c'est une discussion qu'on a ensemble tout le temps. De quoi on tient compte, en fait, la destination, les revendications, ça, tout dépend de tout ça. Et en fait, pour moi, c'est aussi l'état de l'art bien fait. Si on voit qu'il y a des données cliniques pour des dispositifs similaires, on ne peut pas ne pas dire que pour celui qu'on va évaluer, il n'existe pas. Euh, Puis je suis pas trop, en fait, je suis d'accord avec le docteur Akash. Pour moi, tous les dispositifs ont un bénéfice clinique. On peut le nommer direct, indirect. Bon, ça, on peut le nommer comme on je veut. l'ai tapé quand je partais de Vita-Gauche, je savais pas ce que Excusez-moi, je il y a faisais. quelqu'un C'est qui pas- parle. Quelqu'un qui a... Coupez votre micro, s'il vous plaît. Pour moi, tous les dispositifs ont un bénéfice. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert-il de qu'elles soient sur le marché, en fait. Tout ont un bénéfice. Après, je dis, il faut on peut le nommer comme on veut. Et puis, je pense qu'il faut retourner tout le temps aux définitions. Par exemple, la performance clinique, elle précise bien, c'est en fait, ils disent effet thérapeutique direct ou indirect. En fait, bon, on peut parler de ça aussi, mais il y a quand même performance clinique. Et pareil, je pense que tous les dispositifs doivent avoir une performance clinique. Quoi vous dire d'autres? Bon, après, pour les exemples, pour le premier, bon, on n'a pas ce code pour le moyen de conservation. Pense que je ne vais pas trop donner mon avis. Mais bon, dire qu'il n'y a pas de performance clinique revendiquée, bon, j'ai un peu de doute. Et après, ce que je constate, on ne discute jamais de la sécurité. En fait, l'article, bon, si on parle de l'article 71, ils disent que la démonstration des exigences générales en termes de performance et sécurité, et on oublie tout le temps, et on oublie aussi dans la définition de données cliniques, ils disent que c'est toutes les informations qui sont en lien, des informations concernant la sécurité ou les performances. Et c'est ça, il faut aussi penser à la sécurité, pas tout le temps. Bon, bien sûr que le bénéfice est important, mais en fait, il faut tout le temps prendre l'ensemble des éléments en compte. On ne peut pas dissocier, à mon avis, les éléments. Il ne faut pas oublier la sécurité. Pour le deuxième exemple, bon, ça me paraît un peu difficile de dire on peut utiliser un 71, mais bon, je ne connais pas les allégations cliniques de ce dispositif. Après, ça dépend un peu qu'est-ce qu'il revendique. S'il y a des allégations cliniques, je suppose que ça va être un peu difficile à prouver pour un 70. Mais bon, je pense qu'il faut avoir en fait une image plus complète du dossier. En fait, tous les éléments seulement nous montrer une photo et Oui, bien sûr. C'est un peu difficile à donner un avis. Oui, bien sûr. Le but, c'était pas de vous faire travailler pendant ce webinaire, mais Mais c'est sûr, on peut en pas fait, tout le évaluer temps, il avec faut cette base. c'est ça. En fait, tout le temps, il faut évaluer cas par cas, en fait, et je pense pas qu'on Oui. on n'a pas des critères, en fait. Il faut chaque dispositif l'évaluer parce que je pense qu'on peut avoir des dispositifs un peu le même type qui peut passer pour un 70 et un autre qui ne peut pas passer. Ça, tout dépend des allégations. Tout Oui. dépend des allégations.
L'importance avec ces deux exemples, c'était de montrer que peut-être qu'on a l'impression de cocher toutes les cases du 7110, mais que au vu du dossier, au vu des allégations du fabricant et de son argumentaire pour étayer ses propos, la réponse n'est pas forcément celle de l'acceptation du 7110, même si on a coché les prérequis. Donc c'était important d'expliquer ce point pour les personnes qui nous écoutent et qui se questionnent en se disant ah mince, mon dispositif, j'ai bien coché toutes les cases, pourquoi ça n'a pas marché? Donc merci en tout cas Daniela d'avoir apporté un peu plus d'informations sur par exemple l'importance de l'état de l'art, comme disait également Ferial, et surtout l'importance des allégations du fabricant. Je passe du coup à la question suivante. Donc, pour les difficultés à trancher, je pense qu'on a bien couvert le sujet. Maintenant, au sein de votre organisme notifié, quand un dossier 6110 arrive, est-ce que c'est le clinicien qui le revoit seul? Est-ce que c'est une décision qui est prise en équipe avec peut-être un expert technique du domaine, un expert de préclinique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces personnes qui viennent évaluer le dossier 6110? Ferial, vous voulez reprendre? Oui, ok. Alors, chez GEMED, comment ça se passe? Bon, quel que soit le dossier, que ce soit un 6110 ou pas, le clinicien interne a, parmi ses tâches, on va dire, ce qu'on appelle la détermination de la ressource clinique. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le clinicien interne qui définit, en fonction du dossier, donc de critères qui sont la classe, degré d'innovation, la voie choisie par le fabricant, quelle ressource clinique va être en charge de l'évaluation clinique. Donc ça, c'est un processus qu'on applique à tous nos dossiers. Maintenant, chez GEMED, on a pris le parti, pour les 6110, de faire l'évaluation de l'évaluation clinique par des évaluateurs de produits. Donc, c'est soit des évaluateurs de produits cliniques, soit on a un profil spécifique qu'on appelle les évaluateurs de produits 6110. Donc, c'est eux qui font l'évaluation de l'évaluation clinique, puisque ça tombe sous le sens, mais je veux le repréciser également. Évidemment, quand c'est un 6110, le fabricant est obligé de soumettre un rapport d'évaluation clinique. Donc, voilà. Et donc, ce rapport d'évaluation clinique, chez GEMED, il est évalué dans 90% des cas par un évaluateur de produits cliniques. En revanche, on a un DCG, un Q&A qui dit que la justification du recours au 6110 doit être revue par un clinicien interne. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'évaluateur de produits va évaluer l'ensemble du CER du fabricant, incluant, puisque si on est sur un 6110, forcément, on va avoir des résultats d'essais précliniques. Et donc, on se dit que c'est plus pertinent, ça revient en fait à l'expert technique que vous citez là dans votre slide, c'est plus pertinent que ces résultats d'essais précliniques soient évalués par un évaluateur de produits qualifié sur le code et qualifié sur les aspects précliniques de ce code. Et ensuite, le clinicien interne, au moment de la revue, puisque toutes nos évaluations sont revues par un clinicien interne à la fin, au moment de la revue, notre clinicien interne va se positionner sur la base de l'évaluation faite par l'évaluateur de produits, mais également sur la base du rapport d'évaluation clinique du fabricant. Il va se positionner sur l'acceptabilité de la justification du recours au 6110. Donc finalement, c'est une double ressource qui va statuer sur cette évaluation selon l'article 6110. Voilà comment ça se passe chez nous. D'accord. Merci beaucoup pour ces infos. Camille, est-ce que vous voulez répondre? Oui, avec plaisir. Ma réponse va être assez similaire. L'aspect clinique est toujours au premier plan, est toujours important. Il faut toujours un avis d'expertise clinique sur l'évaluation clinique, dans le cadre d'un article 6110 ou pas. Je pense que dans le cadre du software, c'est vraiment primordial parce que il faut pouvoir juger de la validité, encore une fois, la validité scientifique de la preuve qui est fournie, de la
est-ce que la population est représentative en termes de sévérité de la maladie, en termes est-ce qu'elle est similaire à la population cible? Est-ce que l'usage dans lequel a été évalué le logiciel, est-ce que ça va pouvoir s'exporter facilement à la manière dont il va être utilisé en pratique clinique? Donc tout cet aspect est très important, et la justification, c'est pas parce qu'on n'a pas d'investigation clinique ou qu'on utilise des données rétrospectives qu'il ne faut pas une justification, un rationnel clinique derrière la preuve qui est fournie. Ça, c'est très important. Et bien sûr, la décision est prise en concertation avec des experts qui sont plus experts sur le plan technique, donc sur le côté software, chez nous, chez Scarlett, sur le côté IA machine learning, pour pouvoir prendre en compte la preuve qui est fournie, les risques associés avec le dispositif, et pour arriver à une décision. Je pense que ce qui est très important aussi, et c'est quelque chose malheureusement qui est souvent passé au second plan, c'est je me répète, mais la qualité de l'étude qui est fournie sur un plan méthodologique et statistique, sur un plan de gestion et de mitigation des biais. Et tout ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que c'est un message, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment d'arriver, pour la mise sur le marché d'un dispositif médical et en faisant un dossier technique, c'est primordial d'avoir accès à une expertise méthodologique en termes qui soit associée en recherche clinique, en biostatistique, et pas uniquement sur le côté purement régulatoire. D'accord. Merci pour vos retours. Daniela, est-ce que vous voudriez nous dire à la FNOR qui revoit l'évaluation clinique? Oui. En fait, du fait d'une autre organisation, ils sont en petite ON. En fait, ils sont certifiés depuis pas trop longtemps. En fait, nos effectifs aussi, peut-être, sont pas si importants comme dans les autres organismes. À ce jour, en fait, l'évaluation clinique chez nous pour le 7110, elle est réalisée par le clinicien interne ou un spécialiste clinique, ça dépend un peu du domaine. On envisage quand même aussi que des évaluateurs de produits puissent le faire. Bien sûr, après, il y a le clinicien interne qui doit superviser toute cette évaluation. Mais bon, c'est pas fait chez nous pour l'instant, du fait je dis que notre organisation, les qualifications, mais à ce jour, c'est le clinicien interne qui le fait. Et je pense que, à mon avis, ça apporte quand même en plus parce que, par exemple, tout l'état de l'art et tout ça, on peut peut-être voir des choses, peut-être juste pas des allégations cliniques pour d'autres types de DM, ce qui est peut-être similaire. Et comme ça, on peut après se reposer aussi la question sous la justification de l'article 7110. On peut intégrer peut-être des informations qu'on a vues dans l'état de l'art, se poser la question, est-ce qu'elles ont été prises en compte dans le dossier de gestion de risque? Est-ce que c'est des informations cliniques importantes qui doivent... et bien sûr, après, on n'a pas l'expertise d'un expert, d'un évaluateur préclinique. C'est pour cela que la partie qui est résultat, test, on les discute avec l'évaluateur préclinique, en fait, soit lors de l'évaluation, soit à la fin, lors de la conciliation de nos évaluations. Mais en fait, même si c'est clinique, on discute pas mal avec le préclinique pour cette partie-là parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir une expertise comme un évaluateur de produits puisse l'avoir. Mais l'évaluation clinique, elle est faite par le clinicien interne ou le spécialiste clinique. D'accord, ah oui. Donc ce que je vois, c'est que en fait, selon l'organisme notifié, dans tous les cas, on va avoir un clinicien qui reçoit le dossier et ensuite, selon l'organisme notifié, c'est soit ce clinicien qui revoit l'entièreté de l'évaluation clinique, soit un clinicien peut-être plus spécialisé produit ou plus spécialisé 7110, selon les cas.
Et dans tous les cas, à la fin, il y a une conciliation entre les différentes personnes qui ont pu intervenir pour que, j'imagine, chacun puisse donner son point de vue et qu'au final, ça aboutisse à un avis conjoint. Oui, Euh, s'assurer d'une cohérence aussi de nos évaluations, parce que c'est le plus important. On avait une question dans le chat d'une personne qui demande, en cas de doute sur l'application de l'article 61.10, est-ce qu'il y a une prédiscussion qui est possible avec l'organisme notifié, donc j'imagine avant la soumission du dossier, pour valider cette voie ou tout de suite dire que non, ça n'a pas l'air d'être applicable? Camille, je vous vois hocher la tête. C'est oui, Ouais. c'est non. Alors, je pense que pour évaluer la validité de l'application du 6110, il faut avoir accès à tout le dossier technique. Il faut avoir accès à une soumission complète. Donc, il est possible d'avoir des dialogues. Il y a le concept de structured dialogue, de dialogue structuré, qui est possible d'avoir avant la soumission pour éclaircir certaines attentes sur le plan régulatoire, notamment par rapport à l'évaluation clinique. C'est ce qu'on fait chez Scarlett, bien sûr en respectant l'impartialité, etc. Mais donner une réponse en disant oui, c'est possible ou non, c'est pas possible, je pense, alors je sais pas si mes collègues pensent pareil, mais pré-soumission, je ne pense pas que ce soit réalisable, et pour moi, c'est pas en accord avec les attentes de la régulation. D'accord. Pareil pour vous, Feriel et Oui, Daniela? oui, tout à fait. Oui, Pareil. moi, je Oui, suis tout à fait parfaitement d'accord avec Camille. Ouais. On ne peut Moi pas, aussi. en amont tant qu'on n'a pas la documentation technique, tant qu'on n'est pas dans le processus d'évaluation, on ne peut pas se prononcer sur l'acceptabilité de la voie 6110. On peut effectivement faire des rappels réglementaires. On peut, identifier des gros points bloquants. Ben, typiquement, si c'est une classe 3 ou un implantable, on peut d'emblée dire non, ça ne va pas être possible, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. D'accord, merci. Bon, on va passer au Passer aux reste questions, ouais. des questions. Du coup, malheureusement, la synthèse de Vincent n'aura Non. pas lieu, mais donc, je laisse Florent prendre la suite pour les questions qui ont été posées sur la discussion. Merci beaucoup, Virginie. Je vais te donner la parole. Alors, à thème, je pense que c'est pas la peine de te redonner la parole puisque notre chère Elsa a répondu à ta question. Et Elsa, en fait, elle a complètement oublié qu'elle travaillait plus chez Nexalis, mais rassure-toi, Elsa, tu es toujours dans notre cœur. Une question de Delphine. Je te laisse prendre le micro, Delphine, par rapport à Oui, ta bonjour. question sur l'article 54. Vas-y. Oui, donc moi j'ai un dispositif médical qui est un régulateur de seconde détente. Donc c'est un dispositif qui est placé entre la centrale de production de gaz médicaux et les prises médicales, donc sur lesquelles on vient brancher des équipements médicaux. Ce dispositif est classé en classe 2B et comme il peut conduire un des gaz médicaux, c'est l'oxygène, et quand l'oxygène est suffisamment pur, il est considéré comme un médicament. Donc du coup aujourd'hui on utilise le 6110 pour une preuve de performance, sauf que comme on conduit un médicament, on a aussi l'article 54 du règlement qui s'applique et où en fait il y a un panel d'experts qui doit revoir l'évaluation clinique du dispositif. Comme le produit est un 6110, ma question c'est qu'est-ce que ce panel d'experts en fait va revoir dans l'évaluation clinique? Je peux répondre si vous voulez. Oui, bien sûr, allez-y. C'est une question qu'on se pose également. Alors, je pense que le panel d'experts ne va pas revoir grand-chose, si ce n'est et même pas l'état de l'art. Par contre, dans le draft MDCG, le guide MDCG sur l'évaluation clinique, donc qui est encore au stade de draft, qui n'est pas sorti, qui est à mon avis pas prêt de sortir tout de suite parce il y a eu beaucoup de commentaires et de retours, mais on a quand même une petite note en bas de page, je ne saurais plus vous dire laquelle, mais qui dit en substance que, et ça va pas solutionner notre problème, mais qui dit que finalement, les dispositifs comme les vôtres, c'est-à-dire qui sont des 2B, qui acheminent font du retrait, ne devraient pas pouvoir être des 6110. Et du coup, c'est pour être cohérent avec le fait que ça passe en article 54 et donc par le panel d'experts.
Vous allez me dire, mais il n'y a pas de données cliniques pour notre type de dispositif et je suis d'accord avec vous, enfin a priori. Donc, je n'ai pas de réponse, mais ce que je voulais vous apporter, cette précision en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet de discussion et je pense que lorsque ce MDCG sortira vraiment, c'est un des points sur lesquels il y a eu beaucoup de commentaires aussi. Hein. Donc, il y aura peut-être un consensus dans ce MDCG. Mais aujourd'hui, Merci. nous, du coup, je vous en prie, on suit la voie qui dit qu'il faut une consultation. Et je pense que dans peut-être 99,9% des cas, le panel d'experts va dire, parce qu'en fait, nous, on soumet. Et le panel d'experts décide ou pas d'émettre un avis. Je pense que dans la plupart des cas, ils ne vont pas émettre d'avis dans ces cas-là. Ça, c'est mon avis. Mais c'est un vrai sujet. Merci. Du coup, la précision qu'on peut apporter, c'est que l'application de l'article 6110 n'est pas incompatible avec l'application de l'article 54. Complètement, tout à fait. C'est-à-dire que même en appliquant cet article-là, l'évaluation clinique peut être acceptée avec la voie du 6110 et quand même être soumise à un panel d'experts qui, à son tour, va dire si oui ou non il revoit l'évaluation. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Faël. Merci pour ces reprécisions, Virginie. Une question de Nathalie sur des gels lubrifiants. Je vous laisse pas poser votre question, Nathalie. Prenez la main, prenez votre... Vous m'entendez? Nathalie Vernin. Nathalie. Alors, si Nathalie n'a pas le micro, la question de Nathalie, c'est pourriez-vous partager votre expérience sur les gels lubrifiants intimes à base d'eau, compatibles préservatifs, classe 2B? Pensez-vous qu'on puisse envisager le 6110? Camille. Oui, oui. Bonjour, Ah, bonjour tout le ça y monde. est. Je suis désolée, c'était le temps de raccrocher les wagons. Oui, nous Ok. sommes, en 2 mots, nous sommes fabricants de dispositifs médicaux de classe 2B, forme liquide et semi-solide. Donc, on fait plusieurs produits, dont les gels lubrifiants intimes à base d'eau. Donc, revendication sécheresse vaginale et compatibilité préservatif. Je voulais savoir si vous pouvez partager votre expérience, si vous avez déjà rencontré le cas de figure et si, selon vous, sur le principe, on peut utiliser l'article 6110. Et on est avec le LNE GMED, enfin on est avec le GMED pour notre certification. J'allais justement dire que moi, effectivement, j'ai une expérience. J'en ai vu passer au moins un et c'était pas un 6110. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. C'est que, voilà, c'est pas. A priori, encore une fois, c'est toujours la même histoire. Il faut évaluer la justification, mais interaction avec le corps humain, risque potentiel, revendication. Ouais. Juste je comprends qu'il y a beaucoup de produits et je vais pas vous retenir longtemps. Simplement, quand vous regardez le marché, rien qu'en se déplaçant en pharmacie, hein, il faut pas aller bien loin. Il y a une bonne partie des produits qui sont classés en biens de consommation et en cosmétiques. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et les pauvres 3-4 références qui sont classées DM. Donc, enfin, voilà, c'est lourd. Juste pour votre information, il y a beaucoup de fabricants, enfin, au moins 2 en plus de nous, qui font ce type de produits, qui se posent vraiment la question du maintien de ces produits-là en tant que dispositifs médicaux. Et j'ai fermé ma parenthèse. Je comprends très bien, mais encore une fois, c'est une question de... Enfin, dans l'état de l'art, quand vous faites l'état de l'art de votre dispositif et de votre indication finalement, parce que vous faites surtout l'état de l'art, c'est celui de l'indication, c'est pas celui du dispositif. Si dans l'état de l'art, je ne sais pas s'il existe des données cliniques, ça va être compliqué de passer par un 6110. S'il n'en existe pas, ça peut aller dans le sens du 6110. Mais voilà, on redit tout le temps la même chose, c'est la justification finalement. C'est-à-dire que voilà. C'est ce que propose aussi Louise. Peut-être un dernier commentaire. J'ai vu que Delphine, oui, Delphine, peut-être un petit commentaire hein, par rapport à votre message que vous avez posté sur les études cliniques rétrospectives pour les logiciels. Si vous avez une question pour Camille sur ce que vous disiez sur les études rétrospectives conduites pour les logiciels. Oui, bonjour. Oui, Camille, on s'est rencontrés il y a quelque temps.
quand on a des logiciels qui, par exemple, analysent des radiologies, on utilise donc des radios pour faire des études rétrospectives. Donc, on a de la donnée préclinique assez facilement. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de fonction de l'impact direct ou indirect de notre logiciel. On peut se poser la question de est-il possible de passer par un 6110 quand en fait il n'y a aucune donnée dans la littérature sur des études cliniques au sens du règlement. L'état de l'art montre que vraiment c'est impossible. Enfin, ça n'existe pas. Donc, la question se pose de passer par un 6110 dans ces cas-là. Oui, enfin, je comprends tout à fait que la question se pose. En effet, donc ça dépend des claims, donc de quels sont les bénéfices cliniques qui est tenté d'être démontré. L'imagerie, c'est un domaine sur lequel il y a le bénéfice clinique. Enfin, on voit beaucoup, nous, ça chez Scarlett, où le bénéfice clinique repose sur des performances, que ce soit dans classification d'images, que ce soit en segmentation, sur de l'image. Enfin, voilà, le bénéfice clinique repose sur ces performances et la quantification de ces performances permet de conclure que derrière, il y a un bénéfice pour le patient, même s'il n'est pas quantifié en termes d'outcome centré sur le patient. Je sais qu'il y a une discussion autour du terme de qu'est-ce que étude rétrospective, étude clinique rétrospective. Le problème, c'est que je pense que la régulation n'a pas été faite avec le logiciel en tête. Et donc, dans la définition de qu'est-ce qu'une donnée clinique, et dans le EUMDR, c'est soit une clinical investigation, soit c'est des données donc du device ou d'un device équivalent. Je ne vais pas rentrer dans l'équivalence. Donc, c'est clinical investigation du device, du dispositif qui est évalué, ou données post-market, ou données d'un dispositif équivalent. Donc, on n'a pas ce concept d'étude clinique rétrospective dans la régulation, même si je suis d'accord, une étude clinique peut être rétrospective. Toute étude rétrospective n'est pas une étude clinique, ne donne pas de données cliniques, mais il y a un peu cette zone grise autour de qu'est-ce qu'une donnée clinique par rapport comme l'entend la régulation, et est-ce qu'elle peut être générée via quelque chose qui n'est pas une investigation clinique, parce qu'une étude rétrospective ne coche pas les cases, donc c'est pas une investigation clinique. Donc, il y a toutes ces questions un petit peu de zone grise. Je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment justification de la preuve, méthodologie, analyse de l'état de l'art, comme ça l'a souvent été dit, et est-ce que les performances qui sont mesurées d'un point de vue analytique, on va dire, permettent clairement le device est dans une situation clinique qui permet vraiment d'inférer qu'il y aura un bénéfice clinique pour le patient derrière. Merci beaucoup Camille pour ces éléments. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui posent des questions. On va arrêter là puisqu'on arrive au bout de notre webinaire. On devait finir à midi, on a un petit peu de retard, mais je trouve que la discussion était intéressante. Merci à Daniela d'avoir suppléé au dernier moment Christine. Et bien désolé de ne pas avoir eu Christine en ligne aujourd'hui. Merci Ferial, merci Camille. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il sera diffusé la semaine prochaine très probablement sur notre chaîne YouTube Nexcellis, donc n'hésitez pas à le revisionner si besoin. Et puis moi je voulais vous dire que toute l'équipe Nexcellis vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On arrive au terme de cette année. L'année prochaine il y aura une autre saison, la saison 7 de nos webinaires. Et on va vous concocter, comme d'habitude, j'espère, un programme alléchant. Et on sera ravis de vous retrouver derrière la caméra. Merci beaucoup. Passez une bonne fête de fin d'année, bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt.